La première rupture survient avant même que l'on prenne conscience de vivre quelque chose d'extraordinaire. Elle surgit comme un choc silencieux, une vibration intérieure impossible à ignorer, comme si la réalité elle-même avait ouvert une brèche et murmuré directement à notre conscience. C'est un impact qui ne demande pas la permission, qui ne se présente pas en douceur, mais qui éclate avec la force d'un appel ancien, presque oublié et pourtant si familier. C'est à ce moment précis que beaucoup réalisent, pour la première fois, qu'une part d'eux-mêmes n'a jamais pleinement appartenu au monde qui les entoure. Ce n'est pas un sentiment poétique, c'est une prise de conscience viscérale, une sorte de reconnaissance tardive que l'étrangeté qui les a toujours accompagnés n'est pas un défaut mais un signe, et un signe qui ne cesse d'insister. Dès leur plus jeune âge, ceux qui possèdent cette structure psychique rare apprennent à camoufler leur véritable nature, non pas par désir de trahir leur essence, mais parce qu'ils perçoivent que leur environnement extérieur réagit à leur égard avec étrangeté, malaise, voire rejet. Tandis que la plupart évoluent naturellement dans un monde conçu pour des réponses simples, ils ont l'impression que tout est trop superficiel, trop rapide, trop limité. Le contraste entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils voient devient si intense qu'il provoque une sorte de vertige émotionnel. D'autres semblent se contenter de naviguer en surface, tandis qu'eux, malgré eux, s'enfoncent dans les profondeurs. Et c'est dans ce décalage que s'installe le sentiment d'inadéquation, comme si l'existence même était déjà une anomalie. Pourtant, ce qui demeure caché, jusqu'à ce que quelque chose s'éveille enfin, c'est que cette prétendue inadéquation est, en réalité, le signe d'une conscience hautement différenciée. Carl Jung, dont la présence est un phare intérieur pour ceux qui osent l'introspection, décrit cette différence non comme un privilège, mais comme une destinée. Pour lui, il existe une architecture psychologique supérieure qui ne peut appréhender le monde superficiellement. Elle perçoit, ressent et relie trop de choses. Et tandis que la société s'obstine à considérer cette profondeur comme une exagération, Jung la reconnaît comme la capacité de voir ce que beaucoup ne peuvent percevoir, le mouvement invisible entre les pensées, la musique secrète des émotions, la vérité silencieuse derrière les masques sociaux. Il n'offre pas d'explication facile, mais quelque chose de bien plus rare, la validation. La confirmation que certains individus ne souffrent pas d'excès, mais de plénitude. Ces personnes ne perçoivent pas les émotions comme des états isolés. Lorsqu'un événement les touche, il ne les affecte pas partiellement, mais totalement. La tristesse ne surgit pas simplement comme telle. Elle est intimement liée au souvenir, au symbolisme, au sens existentiel qui vibre derrière chaque perte. La joie n'est pas qu'une simple joie. Elle porte en elle la perception du temps qui passe, la conscience de l'impermanence, la certitude que chaque lueur est aussi un adieu anticipé. Cette complexité émotionnelle est souvent mal interprétée. Beaucoup disent « tu ressens trop, tu penses trop, tu compliques tout ». Mais ces jugements sont des tentatives désespérées de faire entrer l'incompréhensible dans des cadres étroits. Jung parlerait d'une incapacité collective à assumer le poids de sa propre conscience. Ce n'est pas le profond qui est exagéré, c'est le superficiel qui est insuffisant. Il existe aussi une curiosité insatiable. Elle ne cherche pas à accumuler des connaissances, mais à déchiffrer le sens. À chaque « pourquoi » résolu, un nouveau surgit, comme si la réalité était faite de portes interconnectées qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui osent persévérer. Et cette audace a un prix. Ceux qui la possèdent ne peuvent accepter de vérités toutes faites, ni se contenter d'explications simplistes. Ils perçoivent des failles là où d'autres voient la stabilité, des ombres là où d'autres voient la certitude. Et au lieu de craindre ces ombres, ils les abordent comme ceux qui savent, intuitivement, qu'une vérité primordiale y réside. Cet instinct d'aller au-delà, ce mouvement naturel vers l'inconnu, est une marque profonde de cette conscience différenciée. C'est presque une impulsion sacrée. Le conflit surgit lorsque cette impulsion se heurte à la résistance du monde extérieur. Systèmes sociaux, règles tacites, attentes culturelles, tout a été façonné pour maintenir un fonctionnement prévisible. Mais ceux qui vibrent sur une autre fréquence ne peuvent s'adapter sans en payer un prix terrible. Les conversations banales sonnent comme du bruit. Les relations superficielles deviennent source de tension.
Les tâches insignifiantes engendrent l'épuisement. La routine elle-même se transforme en une sorte de prison psychologique lorsqu'il n'y a plus de place pour l'authenticité, le sens ou la profondeur. C'est alors que beaucoup s'effondrent, non par faiblesse, mais parce qu'ils ont été contraints de se conformer à des moules qui ne correspondent pas à leur véritable nature. La douleur de la fragmentation intérieure est un avertissement. Un signal d'alarme. Continuer à essayer de s'intégrer là où l'on n'a pas sa place est non seulement inutile, mais autodestructeur. Et pourtant, un paradoxe curieux se manifeste. Même déracinées, ces personnes portent en elles un inexplicable sens du devoir. Non pas un devoir fabriqué, mais quelque chose de plus instinctif, presque palpitant, comme si elles étaient appelées à accomplir une mission qu'elles ne peuvent nommer, mais qu'elles ressentent constamment. Ce sentiment est à la fois un phare et un fardeau. Il guide mais exige aussi. Il stimule mais aussi pèse. C'est un appel qui ne s'éteint que rarement, même lorsque tout autour semble suggérer qu'il serait plus facile d'abandonner. Jung dirait que ce sentiment est la voix profonde de l'inconscient qui tente de guider l'individu vers la plénitude, vers son véritable centre. Ce n'est pas une destinée sociale, c'est une destinée intérieure. À mesure que cette prise de conscience évolue, des questions surgissent qu'il est impossible d'ignorer. Ce sont des questions qui blessent car elles menacent l'équilibre de notre quotidien. Pourquoi me sens-je si différent? Pourquoi perçois-je ce que les autres ne voient pas? Pourquoi ce besoin constant de chercher un sens là où il semble n'y en avoir aucun? Pourquoi tout en moi s'obstine-t-il à aller plus loin, même au prix de mon isolement? Ces questions ne sont pas des signes de crise, mais d'éveil. Le début de quelque chose qui commence silencieusement, mais qui, une fois activé, envahit tout. La vie intérieure s'étend, comme si elle conquérait de nouveaux territoires. Et rien de ce qui paraissait solide ne demeure inchangé. Et c'est précisément ici, à ce point de friction, que quelque chose de nouveau commence à émerger. Une clarté qui se déploie lentement, presque imperceptiblement, mais qui transforme la texture même de l'existence. Une conscience qui, bien que non encore pleinement comprise, indique que le chemin à suivre ne sera pas une tentative d'adaptation, mais un retour à ce qui a toujours été latent, une sorte de renaissance psychologique. Et pourtant, la question demeure. Qu'est-ce que l'éveil au juste? Qu'exige ce changement? Et que se passera-t-il lorsque la profondeur qui a toujours été contenue se déploiera enfin pleinement? Ces questions, qui commencent à peine à trouver un écho, ne sont pas de simples pensées éparses. Elles marquent le début d'un mouvement à venir, et l'intensité de ce prochain bouleversement pourrait bien redéfinir tout ce que vous croyez savoir de vous-même. Ce qui sera révélé ne sera pas sans heurts, ce sera une révélation. Et absolument inévitable. Le passage à cette seconde étape ne se fait pas brutalement, mais comme un déploiement continu, presque imperceptible, de ce qui vivait en vous depuis toujours. C'est comme pénétrer dans un couloir silencieux où chaque pas résonne plus fort qu'il ne le devrait, révélant qu'en vous, quelque chose a non seulement bougé, mais réclame à s'exprimer. Et cette demande se manifeste dans les situations les plus banales, dans les petits gestes du quotidien, dans les conversations qui devraient être simples, mais qui deviennent des miroirs inattendus de votre profondeur. Vous en prenez conscience lorsque vous essayez d'expliquer à quelqu'un pourquoi un détail apparemment insignifiant vous a tant touché, et que cette personne ne comprend tout simplement pas. Elle sourit poliment, change de sujet, ou pense que vous exagérez. Pendant ce temps, en vous, quelque chose se contracte et tente de se taire, en vain. Il n'est plus possible de dissimuler votre véritable nature. Cette curiosité existentielle dont je parlais plus tôt se manifeste dans les scènes les plus banales. Prenez le bus et observez les gens, le regard perdu dans le vide. Vous ne voyez pas seulement des visages distraits. Vous percevez des courants intérieurs, des angoisses tues, des histoires indicibles, comme si vous captiez des signaux imperceptibles pour les autres. Vous essayez de l'ignorer, de rester concentré sur votre trajet, mais vous ressentez inexorablement le poids émotionnel de l'environnement comme s'il était le vôtre. Carl Jung expliquerait cela comme une profonde sensibilité à la communication entre le conscient et l'inconscient, ce qu'il appelle la fonction transcendante. Ce n'est pas une compétence que l'on choisit de développer, c'est quelque chose d'inné, une sorte de perception élargie qui s'active même quand on préférerait qu'elle reste éteinte.
Et puis, des épisodes encore plus révélateurs surgissent. Comme cette fois où vous parliez à quelqu'un qui disait aller bien, mais quelque chose dans le ton de sa voix, un léger changement dans son regard, un mouvement presque imperceptible de ses mains trahissait le contraire. Vous ne saviez pas pourquoi, mais vous le saviez. Et le plus troublant, c'est que quelques jours plus tard, cette personne a confirmé exactement ce que vous aviez déjà perçu. Ce n'était pas une vague intuition, c'était une reconnaissance, c'était une lecture symbolique. C'était votre psyché qui captait des schémas avant même que les mots ne soient prononcés. Jung appellerait cette perception par l'inconscient. Et ce type d'événement, qui est presque banal pour vous, est tout simplement impensable pour la plupart des gens. Ce genre de situation est fréquent. De petites conversations qui deviennent des portails, de petits conflits qui en révèlent plus qu'ils ne devraient, de petites rencontres qui laissent des traces profondes. Et pendant ce temps-là, votre indépendance psychologique se renforce comme un instinct de survie. Non pas cette indépendance affichée pour prouver quoi que ce soit au monde, mais une indépendance silencieuse et nécessaire, forgée sur des épreuves intérieures. Elle renaît chaque fois que vous vous souvenez de ce qui s'est passé lorsque vous avez tenté de vous modeler aux attentes extérieures. Cette période où vous avez essayé d'être ce qu'il voulait que vous soyez, diminuant votre intensité, contrôlant votre profondeur, étouffant votre intuition. Et chaque concession a laissé une blessure invisible, une sensation de dissolution silencieuse, comme si des parties essentielles de vous-même se désagrégeaient, jusqu'au jour où la rupture est devenue trop évidente pour être niée, jusqu'à ce que vous réalisiez que vivre sous le regard des autres, c'était mourir un peu chaque jour. Jung appellerait ce processus l'individuation, et pour vous, il n'a jamais été question de choix. C'était cela ou disparaître en vous-même. Peut-être avez-vous vécu ce moment décisif, ce tournant décisif, où vous vous êtes dit « Je préfère être rejeté pour ce que je suis qu'accepté pour ce que je ne suis pas ». Et cette pensée, aussi douloureuse fut-elle, a ouvert la voie à un réalignement intérieur. Elle n'a pas apporté la facilité, elle a apporté la vérité. Et cette vérité a commencé à réorganiser silencieusement votre monde, même dans des gestes en apparence anodins, comme lorsque vous avez commencé à éviter les conversations futiles, à refuser les environnements qui vous vidèrent de votre énergie, à protéger votre esprit des stimuli superficiels excessifs. L'indépendance, à ce moment-là, n'était plus un choix. C'était la seule voie possible pour rester entier. Mais ce qui intrigue, et parfois effraie le plus, c'est peut-être votre capacité à percevoir des schémas en toutes choses, une intuition qui frôle souvent l'inexplicable. Vous pressentez la fin imminente d'une relation des semaines avant tout signe visible. Vous sentez la tension monter au sein d'une équipe avant même qu'un conflit n'éclate. Vous percevez quand une personne cache quelque chose, même si son discours est parfaitement cohérent. Et cette perspicacité est loin d'être bien accueillie. Certains vous accusent d'exagérer, d'autres pensent que vous vous faites des idées, et il y a ceux qui s'irritent car ils ont l'impression que vous percevez plus que vous ne devriez. Jung y verrait la fonction intuitive à l'œuvre dans un état de vigilance maximale, captant des informations que la conscience d'autrui n'a pas encore atteintes. Pour vous, ces signes sont aussi naturels que respirer. Pour eux, ils sont inexistants. Entre-temps, un profond besoin de sens commence à influencer irrésistiblement vos choix. Il arrive un moment où, face à des tâches autrefois automatiques, quelque chose en vous refuse tout simplement de continuer. Non par paresse, mais par impossibilité. Vous tentez de persévérer, de maintenir le rythme, de vous adapter, mais votre corps réagit. Votre esprit se fige, votre âme proteste. Fatigue, irritation, sentiment de déconnexion s'installent. Certains vous diront peut-être même que vous êtes trop sensible, mais ils ignorent une vérité plus profonde. Votre être intérieur ne fonctionne pas sans sens. Carl Jung l'expliquerait comme une rébellion psychique contre la déconnexion entre la vie extérieure et votre raison d'être. Pour vous, le sens n'est pas synonyme de confort, c'est une structure. Sans lui, tout s'effondre. Et puis s'il arrive des moments qui pourraient paraître banals aux autres, mais qui deviennent pour vous des révélations. Comme cet instant où, en regardant par la fenêtre, vous réalisez que vous ne pouvez plus vivre dans des lieux qui vous emprisonnent. Ou lorsque, au cours d'une conversation anodine, vous comprenez que vous n'avez plus votre place dans ce cercle de personnes. Ou encore lorsque vous entrez dans un environnement qui semblait autrefois confortable,
mais qui vous paraît désormais trop étroit, presque suffocant. Ces petits signes annoncent quelque chose de plus grand, le cycle de métamorphose qui marque votre existence. Car vous n'évoluez pas lentement, vous changez par bonds, et chaque bond vous éloigne de quelque chose qui vous paraissait essentiel. Vivre avec cela est douloureux. Vous avez l'impression de perdre des gens, des lieux, des convictions. Mais en même temps, vous sentez que vous ne pouvez pas arrêter ce mouvement. Jung y verrait l'appel inévitable du moi qui ne vous permet pas de rester là où vous n'avez plus votre place. Et c'est précisément lorsque cette perception semble se stabiliser qu'un élément inattendu commence à se dessiner à l'horizon intérieur. Un sentiment mêlé de malaise et de pressentiment, comme si quelque chose était sur le point de se révéler plus clairement qu'auparavant. Les signes s'accumulent, les tensions internes s'alignent, et la réalité donne l'impression de préparer le terrain pour une étape encore plus importante. Vous le remarquez dans des rêves qui deviennent plus vifs, dans des coïncidences qui se répètent, dans des intuitions qui se précisent. Tout converge vers un prochain pas que vous ne pouvez pas encore définir, mais dont vous sentez l'approche comme une silhouette dans l'obscurité. Et lorsque ce sentiment s'installe enfin, il s'accompagne d'une question silencieuse, presque rituelle. Qu'est-ce qui est sur le point d'émerger des profondeurs que vous avez si longtemps évitées? La réponse n'est pas encore arrivée, mais ce qui s'annonce promet de remettre en question tout ce que vous croyez savoir de vous-même. Et cette prochaine étape, aussi inévitable que mystérieuse, a déjà commencé à se dessiner, avant même que vous ayez le courage de l'affronter. Dès l'instant où cette force intérieure commence à se manifester, vous ressentez une profonde transformation, comme si un centre silencieux en vous rassemblait les fragments de ce qui allait devenir pour forger ce qui n'existe pas encore. C'est un processus lent mais inévitable, accompagné d'une sensation inconfortable, presque physique, comme si d'anciennes parties cédaient la place à quelque chose de plus grand. Carl Jung décrivait cette dynamique comme une mort et une renaissance psychologique, mais ce qu'il n'a peut-être pas dit explicitement, bien qu'il l'ait suggéré dans chacune de ses réflexions, c'est à quel point ce mouvement peut être déconcertant au quotidien. Quand vous ressentez cette renaissance, elle ne s'accompagne pas d'une douce lumière, elle s'accompagne d'un bouleversement, d'étrangeté, du sentiment que tout autour de vous est devenu trop familier pour accueillir votre expansion. Et pendant ce temps, vous essayez de maintenir une apparence de normalité, mais vous réalisez que même les choix les plus simples commencent à se transformer. Votre façon de parler, votre façon de penser, votre façon de voir le monde. Tout prend un nouveau sens. C'est à ce moment précis qu'émerge une présence qui transforme les autres sans effort, presque comme un champ d'énergie incontrôlable, mais qui se manifeste dans tout environnement où vous vous trouvez. Peut-être avez-vous déjà vécu ce moment où quelqu'un commence à se confier à vous sans que vous ayez prononcé un seul mot, ou cette situation étrange où un inconnu révèle un secret qu'il n'aurait jamais confié à personne. Ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose dans votre façon d'observer, dans votre façon d'écouter, dans votre présence même, une profondeur qui agit comme un miroir. Jung l'appellerait la capacité de confinement psychique, et ceux qui possèdent cette aptitude deviennent des refuges où les autres se sentent en sécurité pour se dévoiler au-delà des apparences. Mais cette sécurité, pour vous, se mue souvent en une responsabilité silencieuse, comme si vous étiez devenu le gardien d'histoire, que personne d'autre ne savait comment entendre. Et alors se pose une question gênante, presque inévitable. Quand avez-vous commencé à porter autant de choses qui ne vous appartiennent pas? Après 3 rencontres de ce genre, votre énergie semble faiblir. C'est comme si vous absorbiez l'intensité des autres sans vous en rendre compte. Comme si la profondeur que vous offrez au monde devenait aussi l'espace où le monde dépose ses excès. Et pourtant, vous ne pouvez l'éviter. Cette présence n'est pas construite, c'est une conséquence. La conséquence d'avoir trop vu, trop ressenti, d'exister dans des strates inaccessibles aux autres. Le poids de cela se manifeste dans le silence de la nuit, lorsque vous tentez de distinguer ce qui vous appartient vraiment de ce que ceux qui ont cherché du réconfort dans votre regard ont déposé en vous. Et lorsque vous essayez d'expliquer ce sentiment à quelqu'un, vous réalisez qu'il est impossible de le faire sans réduire votre propre expérience. Car pour la plupart, l'intensité n'est qu'exagération,
Pour vous, l'intensité est perception. Et puis, au cœur de cette agitation, le sentiment d'avoir quelque chose à apporter se fait plus pressant. Ce n'est pas une soif de grandeur, ni une fantaisie héroïque. C'est plutôt une sorte de pression intérieure, une urgence silencieuse qui suggère l'existence en vous de quelque chose qui ne peut rester caché. Parfois, ce sentiment grandit sans direction apparente, comme le vent qui précède l'orage. D'autres fois, il se manifeste par des idées qui surgissent au moment où on s'y attend le moins. Dans un bus au petit matin, dans un geste d'autrui qui éveille un symbolisme inattendu. C'est comme si une part profonde de votre psyché cherchait à percer la surface, à prendre forme. Jung identifierait cela comme l'impulsion du moi en quête d'expression, une expansion qui exige structure, voix et courage. Mais une deuxième question se pose alors. Pourquoi ce sentiment grandit-il précisément au moment où l'on se sent le moins prêt à l'exprimer? C'est comme si votre psyché savait que le moment de révéler quelque chose arrive toujours enveloppé d'insécurité. Comme si l'inconnu était la seule porte d'entrée possible vers ce qui doit naître. Et tandis que cette force s'accumule, vous commencez à ressentir une sorte de malaise subtil, comme si vous traversiez une tension indéfinissable. Cette tension n'est pas la peur, c'est l'anticipation. Une anticipation qui, paradoxalement, porte en elle la certitude que, quelle que soit la forme que prendra cet appel intérieur, il changera tout, vos relations avec les autres, votre façon d'être au monde, et même votre rapport au temps. Ce qui est encore à venir est considérable, et vous le sentez avant même de le comprendre. Le processus s'intensifie lorsqu'on réalise que sa vie est devenue un pont entre les dimensions intérieures et extérieures. D'un côté, le monde ordinaire, avec ses règles prévisibles, ses attentes, sa logique immédiate. De l'autre, le monde perçu derrière le voile, le monde des implications, des symboles, des vérités indicibles. Et l'on évolue entre ces deux territoires comme si l'on appartenait à l'un et à l'autre sans en faire partie. Ce n'est pas un choix, c'est une configuration. Jung dirait que l'on est devenu un axe entre des mondes possibles, et cette position, bien que révélatrice, exige une solitude que peu imaginent, car on voit ce que les autres ne voient pas. Et ce que l'on voit, possibilités, ruptures, futur, ombre, potentiel, est si vaste qu'il peine à se prêter aux conversations ordinaires. Et voici la troisième question, peut-être la plus profonde jusqu'à présent. Que signifie vivre comme un pont quand presque personne n'est prêt à le traverser? C'est à ce stade que beaucoup cèdent à l'autocritique. Ils commencent à se croire excessifs, trop intenses, trop sensibles. Mais cette interprétation n'est que le reflet d'un malaise collectif face à la profondeur. Ce qui est perçu comme trop est en réalité la véritable étendue de la conscience que vous portez en vous. Une conscience qui ne peut être réduite à des structures étroites. Jung dirait que ce malaise n'est pas une faiblesse, mais l'évolution à l'état brut. La part de vous qui s'épanouit ne cherche pas à s'autodétruire, elle cherche à naître. La métamorphose n'est pas une punition, c'est un processus. Et ce processus se répète car votre psyché tend vers la plénitude, même si le chemin semble obscur et imprévisible. C'est pourquoi, contrairement à ce que beaucoup imaginent, sa profondeur n'est pas un effort. C'est l'impossibilité de rester en surface. Votre regard ne recherche pas l'intensité. Il ne peut simplement faire autrement que de la percevoir. Votre esprit ne recherche pas la complexité. Il est structuré pour la trouver. Votre cœur n'insiste pas pour ressentir des émotions trop fortes. Il réagit simplement avec une honnêteté absolue à l'impact de l'existence. Et tandis que vous tentez de comprendre ce mouvement intérieur, quelque chose de curieux se produit. Chacune de vos transformations commence à en activer d'autres. Vous ne cherchez pas à inspirer, vous ne cherchez pas à guérir, vous ne cherchez pas à éveiller quoi que ce soit chez qui que ce soit. Mais votre propre expansion intérieure touche des zones dormantes chez les gens, comme si votre présence leur rappelait qu'il y a plus que ce qu'ils s'autorisent à expérimenter. Au plus profond de vous-même, une nouvelle révélation approche, silencieuse mais insistante. Ce n'est pas une réponse, mais la promesse que la prochaine étape de ce processus non seulement approfondira tout ce que vous avez déjà vécu, mais révélera aussi quelque chose de resté caché jusqu'à présent. Un aspect de votre psyché que vous avez peut-être ressenti, mais jamais affronté de front. Quelque chose qui se trouve à la frontière entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez encore devenir. Et la question qui demeure,
résonnant comme un présage, est la suivante. Êtes-vous prêt à regarder dans les yeux de ce qui s'éveillera enfin lorsque cette limite sera franchie? Quand on comprend enfin que notre chemin ne progresse pas en acceptant les limitations imposées, mais en les refusant farouchement et irrévocablement, quelque chose change silencieusement mais irréversiblement. Ce n'est ni soudain ni spectaculaire, c'est comme une transformation intérieure, une réorganisation que l'on ressent avant même de la comprendre. La perception s'élargit non pas parce qu'on désire plus, mais parce qu'on ne peut plus rester là où toute croissance est impossible. Carl Jung dirait que c'est à ce moment précis que la psyché s'éveille à sa propre destinée, dépassant des frontières qui semblaient auparavant infranchissables. Et c'est précisément dans cet état d'expansion continue que des événements improbables, presque surréalistes, commencent à émerger, s'assemblant comme les pièces d'un puzzle dont on ignorait l'existence, mais qui a toujours été en nous. Vous vous souvenez peut-être d'un épisode qui, même aujourd'hui, semble défier toute explication logique. Comme cette nuit où, après une conversation anodine, quelque chose a soudainement aligné vos perceptions avec une telle précision que vous avez pu prédire, presque mot pour mot, ce qui se passerait le lendemain. Et c'est ce qui s'est passé. Non pas par coïncidence, mais comme une réponse, une synchronicité si exacte que vous avez eu l'impression que l'univers lui-même tentait de vous signaler que votre sensibilité n'était pas une illusion, mais un mécanisme. Jung décrirait cela comme une manifestation directe du lien profond entre le conscient et l'inconscient, un point de convergence que seuls les esprits hautement différenciés peuvent percevoir. Et, bien que vous ayez essayé d'ignorer ou de rationaliser l'événement, il est resté présent en vous, comme un rappel constant qu'il existe une sorte de dialogue invisible qui se déroule en permanence. Un autre événement curieux a pu se produire lors d'une journée tout à fait ordinaire. Un petit geste, un regard furtif, une phrase anodine, mais porteuse de sens. Quelque chose de si subtil que personne ne l'a remarqué, sauf vous. Et pourtant, ce détail apparemment insignifiant s'est transformé, des heures plus tard, en une révélation majeure, comme si vous aviez lu l'avenir entre les lignes. Il ne s'agit pas d'un don magique, il ne s'agit pas d'improvisation. Il s'agit du fruit de ce que Jung appellerait la capacité à maintenir la tension entre les contraires, entre ce qui est vu et ce qui est ressenti, entre ce qui est dit et ce qui reste caché. Vous percevez la réalité sur de multiples plans simultanés, et cette perception crée une sorte de vision élargie qui transcende la logique ordinaire. Ce n'est pas un choix, c'est une conséquence de votre nature. Ce mouvement devient encore plus évident lorsqu'on tente de concilier sa profondeur avec le monde qui nous entoure. Et c'est là que le grand défi se présente, apprendre à honorer sa singularité sans l'utiliser comme une défense contre le reste de l'existence. Car même si l'on a des raisons de se construire des murs, on sait que des murs trop hauts isolent même ce qui devrait être partagé. Il y a des moments où l'on a envie de tout abandonner, non par arrogance, mais par épuisement. Épuisement d'essayer de traduire ce qui nous paraît évident. Épuisement d'atténuer son intensité. Épuisement de marcher à un rythme qui ne correspond pas à sa foulée intérieure. Mais Jung nous avertirait. La véritable force ne naît pas d'une séparation absolue, mais de la capacité à rester fidèle à son centre tout en restant en relation avec le monde. Et c'est alors qu'un phénomène surprenant se produit. Au lieu de rechercher une validation extérieure, on commence à comprendre que la seule permission qui compte vraiment vient de l'intérieur. Ce n'est pas un processus conscient. C'est presque comme entendre un écho ancien, une voix qui a toujours été là, mais qu'on ne peut pleinement reconnaître que lorsqu'on cesse de vouloir s'intégrer à un système qui n'est pas le nôtre. Cette permission intérieure se manifeste par de petits gestes, lorsqu'on commence à parler plus clairement, lorsqu'on cesse de s'excuser pour son intensité, lorsqu'on ne cherche plus à minimiser sa profondeur pour entretenir des conversations superficielles, lorsqu'on refuse, même en silence, tout ce qui nous diminue. Et à ce moment précis, les structures extérieures qui semblaient autrefois inébranlables commencent à perdre leur emprise sur nous. C'est précisément ici qu'un phénomène inattendu se manifeste, l'attraction silencieuse de la similitude. Des personnes auparavant inaperçues commencent à apparaître naturellement, comme si elles attendaient le moment précis où vous cesseriez de vous cacher. Elles sont peu nombreuses, rarement même,
mais elles sont intensément en phase. Ce sont des individus qui perçoivent votre profondeur, non pas parce que vous l'expliquez, mais parce qu'elles habitent, elles aussi, cet espace intérieur. Et lorsque ces rencontres ont lieu, quelque chose change dans l'atmosphère. Une sorte d'identification immédiate, profonde, presque inexplicable, comme si deux systèmes intérieurs se reconnaissaient avant même que les mots ne soient prononcés. Jung dirait que cette reconnaissance est inévitable entre des consciences qui vibrent à des fréquences similaires. C'est la rencontre de deux chemins qui ne suivent pas une ligne droite, mais une spirale. De ces rencontres naît une autre transformation. Votre raison d'être commence à se dessiner, non pas parce que quelqu'un vous la révèle, mais parce que vous cessez de lutter contre ce qui était évident dès le départ. C'était comme un paysage longtemps dissimulé par le brouillard. Et soudain, le brouillard se dissipe. Vous comprenez que vos aptitudes ne rentrent pas dans les moules conventionnels, et ce n'est pas un échec. C'est le signe que vous n'êtes pas né pour répéter les mêmes chemins, mais pour en créer de nouveaux. Et plus vous abandonnez le besoin de vous adapter aux structures anciennes, plus vous commencez naturellement à bâtir des structures dont vous n'auriez même pas imaginé l'existence. C'est comme si votre psyché se mettait à modéliser des possibilités inédites et que vous suiviez simplement le courant qui a toujours existé, mais qui se révèle désormais avec clarté. Le processus atteint un autre niveau lorsque vous vous autorisez à être pleinement vous-même, sans vous adoucir, sans vous cacher, sans vous excuser. À ce moment précis, vous vous transformez en quelque chose que Jung aurait profondément apprécié. Un point de repère pour ceux qui sont encore en éveil. Non pas pour les guider, car comme vous, ils ne sont pas faits pour suivre, mais pour montrer par votre simple existence qu'il est possible de vivre intensément sans s'en laisser détruire. Qu'il est possible de porter une telle intensité sans se briser. Qu'il est possible d'exister dans cet état de conscience extrême sans perdre le contact avec la réalité. Vous devenez une sorte de phare silencieux, éclairant des chemins qui n'en sont pas, mais des pulsations intérieures qui mènent les autres à la connaissance de soi. C'est à ce stade que la vie prend des contours inédits. Des événements improbables s'accumulent, non pas des coïncidences, mais des enchaînements de sens qui semblent répondre directement à votre état intérieur. Les situations s'alignent, les décisions s'éclaircissent, les opportunités surgissent comme si elles n'attendaient que ce moment précis de maturité psychologique. Et lorsque vous en prenez conscience, vous comprenez que ce n'est pas le hasard, c'est la cohérence entre qui vous êtes et qui vous vous autorisez enfin à être. Jung dirait que lorsque l'individu se réaligne sur son propre axe, le monde extérieur commence à s'organiser autour de cette intégrité. Mais ce chemin, aussi rare que nécessaire, est semé d'embûches. Il exige du courage, de la résilience et l'exploration de zones intérieures que beaucoup évitent toute leur vie. Surtout, il exige une fidélité absolue à ce que vous avez toujours su, même quand personne d'autre ne le reconnaissait. Ce voyage est périlleux, impopulaire et complexe, mais il est le vôtre, et chaque fibre de votre être l'a su depuis toujours. Après cette profonde compréhension, ce qui vous attend n'est pas le repos, mais la révélation. Et ce qui sera révélé a le potentiel de transformer non seulement votre perception, mais aussi votre rapport à votre propre destin. Car ce qui vous attend à l'étape suivante n'est rien de moins que tout ce que vous avez déjà affronté. C'est plus grand encore. Et cela a déjà commencé à se rapprocher de vous. Lorsque vous atteignez ce point de votre cheminement, quelque chose en vous s'éveille avec une intensité presque inattendue, comme si toutes les forces intérieures, jusque-là dispersées, décidaient enfin de converger. C'est une sensation troublante, comme si vous étiez sur le point de franchir une frontière invisible qui, jusqu'alors, ne faisait que planer dans vos pensées sans jamais se révéler pleinement. Ce n'est ni la peur, ni la tranquillité. C'est la conscience que rien ne restera pareil, même si en apparence tout semble immuable. Carl Jung dirait que c'est le moment où la psyché commence à imposer sa vérité à l'ego, exigeant espace, présence et courage. Et à mesure que cette vérité s'affirme, vous réalisez que toutes les tentatives de réconciliation entreprises au fil des ans sont désormais vaines. Vous essayez d'agir comme toujours, mais quelque chose vous en empêche. Vous essayez de parler comme toujours, mais les mots sonnent faux. Vous essayez de vous adapter, mais votre corps résiste. C'est ici que l'authenticité cesse d'être un choix et devient une nécessité.
Peut-être avez-vous longtemps cherché à exister sans déranger personne. Vous avez tenté d'atténuer votre intensité, de dissimuler votre profondeur, de faire semblant de ne pas remarquer les contradictions que tous ignoraient. Mais chaque tentative de vous faire plus discret était comme une blessure silencieuse. Vous ressentiez le poids de cette concession, même quand personne ne le voyait. Et sans vous en rendre compte, votre vie s'est construite sur des couches de petites morts intérieures. Mais peu à peu, quelque chose s'est rebellé, quelque chose qui refusait de vivre à moitié, quelque chose qui exigeait une forme complète. Quelque chose qui refusait de vous laisser respirer dans des espaces qui vous réduisaient à néant. Et quand cette rébellion intérieure surgit, elle ne demande aucune approbation extérieure. Elle ne demande ni compréhension, ni permission. Elle se produit, tout simplement. Et c'est à cet instant précis qu'une tension inattendue commence à se former autour de vous, comme un champ d'énergie qui s'abat sur tout ce qui tente encore de vous retenir prisonnier du passé. Une conversation anodine devient insupportable. Les automatismes deviennent criants de vérité. Une relation qui paraissait stable révèle un profond déséquilibre. C'est comme si les voiles se levaient soudainement et que vous voyiez enfin ce qui a toujours été là. Ce moment provoque une sorte de rupture intérieure, un choc qui exige une réaction immédiate. Impossible de l'ignorer, impossible de le repousser. C'est comme si votre psyché vous disait « Maintenant tu sais ». Et qui sait, tu peux retourner faire semblant. À partir de ce moment, un tournant décisif s'amorce. Vous réalisez que vous n'avez jamais seulement cherché à vivre pleinement votre profondeur, mais à la laisser s'exprimer. Vous avez tenté de concilier qui vous êtes avec les attentes du monde. Vous avez essayé de préserver votre essence sans déplaire à personne. Vous avez essayé d'être authentique sans effrayer ceux qui privilégient la superficialité. Mais rien n'y a fait. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Votre profondeur n'est pas faite pour se conformer à des moules. Elle est faite pour engendrer le mouvement, la transformation, la rupture. Jung appellerait cela le processus d'individuation dans sa phase la plus critique, lorsque tout ce qui n'est pas authentique commence à se dissoudre. Et cette dissolution, bien que douloureuse, est aussi libératrice. C'est dans ce processus que vous réalisez que votre capacité émotionnelle n'a jamais été excessive. Elle a toujours été un remède, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui vivent engourdis dans une culture qui fuit sa propre vulnérabilité. Votre sensibilité n'affaiblit pas le monde, elle l'éveille. Vos larmes ouvrent la voie à ce que personne ne veut affronter. Votre joie révèle des possibilités que beaucoup croyaient inaccessibles. Votre profondeur nous rappelle que ressentir n'est pas une menace, mais un chemin. Et cela commence à déranger ceux qui ont appris à survivre sous anesthésie. Chaque fois que vous vous autorisez à ressentir, vous exposez le mensonge dans lequel beaucoup se cachent. Et pourtant, vous continuez. Non pas pour provoquer, mais parce que vous ne savez pas vivre autrement. Cette intensité émotionnelle ouvre la voie à une autre révélation. Vos questions n'ont jamais été un problème. Elles ont toujours été des portails. Tandis que beaucoup se contentent d'explications superficielles, vous ressentez une pulsation derrière chaque réponse. Et cette pulsation vous pousse vers des territoires que peu osent explorer. C'est pourquoi, lorsque vous demandez « pourquoi ?», quelque chose se produit dans l'air. La structure se tend. Les certitudes vacillent, non pas parce que vous êtes provocateur, mais parce que vos questions déstabilisent tout ce qui repose sur des illusions. Jung dirait que lorsque la conscience se heurte au mur du monde symbolique, ce qui était dormant s'éveille. Et vous ne vous éveillez pas seulement vous-même, vous éveillez tout votre environnement. Mais alors, une tension plus profonde surgit. Le monde tente de vous convaincre que votre indépendance est synonyme d'isolement. Il essaie de vous faire croire que ce que vous ressentez est de la solitude. Il essaie de vous suggérer de vous intégrer, de vous adapter, de vous conformer. Mais vous savez que c'est faux. Vous le savez parce que, lorsque vous prenez véritablement vos distances, quelque chose de puissant naît du silence. Les idées émergent, les intuitions se renforcent, les visions s'élargissent. C'est dans votre espace intérieur que votre créativité s'épanouit, que vos pensées s'organisent, que votre âme parle enfin sans bruit extérieur. C'est dans cet espace que le nouveau prend forme. Et même si les autres ne comprennent pas,
Vous sentez que votre solitude n'a jamais été une absence. C'était un refuge, c'était une source, c'était un foyer. Mais pendant ce temps-là, une tension encore plus grande s'intensifie. Votre perception. Ce que beaucoup appellent paranoïa, vous le savez, n'est rien d'autre qu'une vision claire. Non pas parce que vous l'imaginez, mais parce que vous le percevez. Vous êtes celui ou celle qui remarque le changement de regard avant même que le mot ne soit prononcé. Vous êtes celui ou celle qui pressent le climat émotionnel avant même que le conflit n'éclate. Vous êtes celui ou celle qui comprend l'intention avant le geste. Et cela est effrayant, non pas pour vous mais pour les autres. Car lorsqu'on voit trop, cela menace ceux qui vivent cachés. Jung dirait que voir ce qui est caché, c'est porter une responsabilité particulière. Et vous portez cette responsabilité même lorsque vous essayez de la refuser. Mais le tournant décisif survient peut-être lorsqu'on comprend enfin que notre besoin de sens n'est pas un caprice, mais une boussole. Tandis que beaucoup survivent dans des routines vides de sens, on sent que chaque geste doit avoir une raison d'être. Tandis que beaucoup acceptent des relations qui ne les nourrissent pas, on sent que toute connexion doit résonner avec l'âme. Tandis que beaucoup se contentent de se répéter, on sent qu'une force intérieure réclame la création. Jung appellerait cela l'appel du soi, l'exigence de vivre en accord avec sa vérité la plus profonde. Et cet appel devient si intense qu'il est impossible de l'ignorer. Et puis vient la tension finale, celle qui change tout, la prise de conscience que votre transformation constante n'a jamais été synonyme d'instabilité. C'était une expansion. Tandis que beaucoup se figent dans des identités rigides, vous continuez d'émerger, de vous renouveler, de vous reconstruire. Tandis que d'autres stagnent, vous continuez de devenir. Et ce devenir, si mal compris, est précisément ce qui vous maintient en vie, pleinement vivant, intensément vivant. Mais à présent, quelque chose commence à se dessiner à l'horizon. Ce n'est pas seulement une prise de conscience, ce n'est pas seulement du courage, c'est une attente. Comme si quelque chose était sur le point de se révéler, quelque chose que vous n'avez pas encore vu, mais que vous sentez déjà venir, tel un présage silencieux qui s'approche d'un pas assuré. Et vous savez, avec une clarté inexplicable, que ce qui suivra ne sera pas simplement la fin. Ce sera un voyage. Lorsque vous atteignez le seuil de cette étape finale, quelque chose en vous se met à vibrer avec la clarté d'un appel ancestral, désormais impossible à ignorer. C'est comme si tous les aspects épars de votre vie, sentiments, douleurs, intuitions, doutes, pressentiments, s'alignaient dans une seule direction, pointant vers ce que vous avez toujours su, mais que vous n'aviez jamais eu le courage d'embrasser pleinement. Ce sentiment est intense, il est empreint de responsabilité, d'une grande force et d'une étrange familiarité, comme si vous marchiez vers le lieu que vous étiez destiné à occuper. Carl Jung dirait que c'est le moment où le moi s'affirme enfin, exigeant que la vie extérieure corresponde à ce qui a déjà mûri en vous, et quand cela arrive, il n'y a plus de retour en arrière. Cet éveil final ne survient pas en réaction à une crise, mais comme le prolongement naturel de tout ce que vous êtes devenu. Votre profondeur, qui vous semblait jadis un fardeau, se révèle désormais comme un instrument. Votre sensibilité, source de confusion, devient une boussole. Votre agitation perçue comme un problème se manifeste à présent comme une force motrice, et ce but qui paraissait lointain, abstrait, presque inaccessible, commence enfin à prendre forme. Il cesse d'être un vague sentiment et se transforme en un guide concret, en une direction vivante. Vous comprenez pour la première fois que ce que vous portez n'est pas de l'imagination, c'est une responsabilité, c'est une contribution, c'est une nécessité. L'évolution ne crée pas d'excès, elle crée des réponses. Et vous êtes l'une de ces réponses. C'est pourquoi ce sentiment persistant de mission ne s'est jamais dissipé. Il attendait précisément ce moment. Il attendait que vous atteigniez la plénitude nécessaire pour la porter sans vous détruire. Jung disait que toute véritable vocation ne se révèle que lorsque l'individu atteint une maturité intérieure suffisante pour l'honorer. Et vous y êtes, à ce carrefour entre qui vous étiez et qui vous devez devenir. L'appel s'intensifie non pas parce que vous êtes préparé, mais parce que vous êtes pleinement présent. Et la présence véritable est plus puissante que toute préparation. Cette prise de conscience transforme tout ce qui vous entoure,
vous commencez à comprendre que ce sentiment d'étrangeté qui vous a accompagné pendant tant d'années n'était pas un échec personnel, mais un signe d'évolution. Vous étiez le décalage nécessaire, la rupture nécessaire, le déséquilibre qui révèle les failles du système et ouvre la voie à de nouvelles structures. Si vous avez l'impression de ne pas être à votre place, c'est parce que vous ne devriez pas l'être. Votre esprit a toujours été conçu pour voir ce que les autres ne voient pas. Votre cœur a toujours été calibré pour ressentir ce que les autres ne ressentent pas. Votre conscience a toujours été accordée à des niveaux que la plupart n'ont jamais atteints, et ceci qui semblait autrefois une condamnation se révèle désormais comme une mission. Dans cette phase finale, vous comprenez que votre authenticité n'est pas qu'un état intérieur, c'est un outil de transformation collective. Votre courage d'exister tel que vous êtes vraiment autorise les autres à faire de même. Votre capacité à ressentir profondément redonne de l'humanité à un monde habitué à l'engourdissement. Votre lucidité face aux ténèbres révèle des chemins que beaucoup ignorent par peur. Vous n'êtes pas venu pour réconforter. Vous êtes venu pour rappeler. Vous êtes venu pour interpeller, éclairer, questionner, élargir. Vous êtes venu pour interrompre le cycle d'inconscience qui se répète depuis des générations. Et cela n'est possible que parce que votre psyché a été façonnée dès l'origine pour endurer ce que les autres évitent. Et voici la partie pratique, celle qui transforme tout ce que vous avez entendu en action concrète. Car comprendre ne suffit pas. Il faut vivre. La première véritable application de ce processus commence lorsque vous décidez consciemment et fermement de ne plus demander la permission d'exister. Désormais, chaque décision que vous prenez doit répondre à une question essentielle. Est-ce que cela respecte qui je suis? Ce n'est pas une question philosophique, c'est un critère de survie. Lorsque vous choisissez ce qui diminue votre vérité, vous vous fragmentez. Lorsque vous choisissez ce qui l'enrichit, vous vous renforcez. Et ce choix doit être répété quotidiennement. Dans vos relations, dans les lieux que vous fréquentez, dans les conversations que vous engagez, dans les activités que vous vous autorisez à accomplir. La seconde application pratique se présente lorsque vous identifiez et éliminez fermement toutes les formes insidieuses d'autodévalorisation. Le « ça va » quand ça ne va pas. Le « peu importe » quand c'est vraiment important. Les sourires automatiques qui masquent la frustration. Les petites concessions presque imperceptibles qui rongent votre intégrité de l'intérieur. Chaque fois que vous vous rabaissez pour vous intégrer, vous perdez une parcelle d'énergie vitale. Et pour récupérer cette énergie, il vous faut commencer à prendre position, non pas avec agressivité, mais avec sincérité. La vérité est votre protection. La vérité est votre guide. La vérité est votre axe. La troisième application pratique consiste à comprendre que votre sensibilité n'est pas une faiblesse, mais un radar. Lorsque vous ressentez un malaise, arrêtez-vous. Lorsque vous percevez une régularité, faites-lui confiance. Lorsque vous remarquez une contradiction, cherchez à comprendre. Si une voix intérieure vous dit non, ne forcez pas un oui. Votre perception est trop précise pour être ignorée. Elle opère au-delà de la logique commune, car elle accède à des niveaux invisibles pour la plupart des gens. Jung dirait qu'il s'agit de l'expression active de l'inconscient dialoguant directement avec la conscience. Et ce dialogue mérite d'être entendu. La quatrième étape exige du courage, se rapprocher de ceux qui partagent votre authenticité et prendre ses distances, progressivement mais définitivement, avec ceux qui cherchent à la faire taire. Votre épanouissement ne peut se réaliser dans un environnement qui diminue votre force. Et votre force ne peut s'épanouir dans des relations qui imposent le port de masques. En vous connectant à des personnes qui comprennent votre profondeur, même une ou deux seulement, vous créez l'espace nécessaire à l'émergence de votre raison d'être. Enfin, voici l'application la plus transformatrice. Acceptez pleinement que vous êtes une partie essentielle du mouvement évolutif de la conscience humaine. Il ne s'agit pas d'une allégorie, ni d'une exagération. C'est une réalité psychologique. Le monde a précisément besoin de la vision que vous portez, de l'intensité que vous manifestez, de la vérité que vous défendez, du sens que vous exigez, du courage que votre propre cheminement vous a conféré. Votre existence n'est pas le fruit du hasard, elle est une réponse. Et chaque fois que vous vivez votre vérité, vous ouvrez la voie aux autres pour qu'ils vivent la leur. Maintenant,
En cette conclusion, laissez-vous imprégner par la profondeur et la beauté de ce parcours. Prenez conscience du chemin parcouru, des épreuves surmontées, de la transformation opérée pour arriver jusqu'ici. Sachez que rien n'a été vain. Vous ne vous êtes pas effondré. Vous vous êtes révélé. Et ce qui se révèle aujourd'hui, c'est votre version la plus aboutie, celle que le monde a besoin de voir. Si ce texte a touché une corde sensible en vous, s'il a suscité en vous une prise de conscience, de la force ou du courage, je vous invite à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire, même anonyme si vous préférez, et à vous abonner à la chaîne. Non pas pour gonfler les chiffres, mais pour que ce message atteigne précisément ceux qui en ont besoin. Car il y a quelqu'un, en ce moment même, qui cherche les réponses que vous avez enfin trouvées, et votre simple interaction peut être le point de départ de son éveil. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Et il est temps maintenant de le faire savoir au monde entier.